Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Eh bien c'est une émission de prestige aujourd'hui, voilà, puisque nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un des principaux scientifiques français, le professeur Alain Fischer. Bonjour professeur Alain Fischer. Bonjour. Vous êtes spécialiste des déficits immunitaires héréditaires, membre de l'Académie de médecine du Comité national d'éthique, directeur depuis 2022 de l'Académie des sciences. Vous avez également dirigé l'unité d'immunologie et d'hématologie de l'hôpital Necker entre 1996 et 2012 et vous êtes actuellement directeur de l'Institut des maladies génétiques Imagine. En 2016, vous êtes appelé par Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, à la présidence du comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination et chargé de faire des propositions pour répondre à la défiance d'une partie de la population à l'égard des vaccins. Vous défendez publiquement l'extension de l'obligation de 11 vaccins pour les enfants, qui décidera, et vous déciderez 2 ans plus tard, que décidera 2 ans plus tard Madame Agnès Buzyn. Vous êtes appelé logiquement en décembre 2020 à coordonner la stratégie vaccinale, devenant celui qu'on a surnommé le monsieur vaccin de la pandémie. C'est donc un chercheur à la carrière prestigieuse qui va, durant ce Réfoy, nous livrer sa longue expérience dans un ouvrage au titre ambitieux « Protéger les vivants des enfants malades à la crise du Covid » paru chez Odile Jacob. On entame cette discussion avec vous et avec ce grand entretien. Tout d'abord, cette première partie, docteur Serge Rafale. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Fischer, bonjour. Je suis très honoré de vous recevoir et de dialoguer avec vous. Vous consacrez la première partie de votre ouvrage aux maladies immunitaires dont vous êtes un éminent spécialiste et nous en dirons bien sûr quelques mots. Mais nous consacrerons la majeure partie de notre entretien à un chapitre de votre ouvrage « Réparer les vivants », la vaccination, qui a constitué un point d'achoppement de l'épisode historique que nous avons traversé. Il en est fait paradoxal dans la patrie de Pasteur de constater une telle défiance à l'égard de la vaccination. Vous nous en expliquerez les raisons et vous nous livrerez votre expérience de ce vaccin ARN qui a été source de discussions, de controverses, de polémiques, de la prise de certaines décisions politiques comme le pass sanitaire. Et vous nous donnerez avec un peu de recul votre sentiment général sur la balance bénéfice-risque de cette vaccination contre le Covid. Le Covid, une maladie grave finalement. Une maladie grave, bien sûr, donc une maladie infectieuse provoquée par un virus qui a tué dans le monde, on estime à peu près 20 millions de personnes et beaucoup plus s'il n'y avait pas eu la vaccination, qui a tué en France environ 160 000 personnes, c'est considérable, dans l'espace de 2 ans environ, et qui a entraîné à peu près 1 million d'hospitalisations, et puis toutes les conséquences, bien sûr, sur la vie sociale, et aussi les conséquences psychologiques qu'a eu cette pandémie dans notre pays, comme dans le reste du monde. On a tendance à l'oublier, mais vous écrivez que c'est la pandémie la plus grave depuis la grippe espagnole de 17-18. Bien sûr, elle aurait pu, encore une fois, être beaucoup plus grave sans les mesures, heureusement, apportées par la science moderne. À quoi tenait la gravité de la maladie ? Eh bien, parce que ce virus qui a atteint l'arbre respiratoire provoque donc des infections pulmonaires, mais en plus, ce virus touche le reste du corps, les vaisseaux par exemple. Beaucoup de gens sont morts de problèmes vasculaires, d'embolie, d'embolie pulmonaire en particulier. Et il est suffisamment agressif pour que la réponse immunitaire ne soit pas forcément toujours chez tout le monde suffisante pour contrôler le virus, en particulier chez les personnes les plus fragiles, les personnes âgées qui de loin étaient les plus à même de développer des formes graves, mais aussi les personnes avec des, comme on dit, comorbidités, des personnes en excès de poids, des personnes avec des traitements immunosuppresseurs, etc. etc. Mais sans épargner les plus jeunes. En épargnant personne, mais avec un gradient quand même extrêmement fort en défaveur des personnes âgées. C'est un coronavirus ? Un coronavirus, c'est le nom d'une famille de virus, corona parce qu'il a une forme en couronne, et on connaît d'autres virus de cette famille, beaucoup qui sont devenus des virus très bénins qui donnent des rhumes en gros, mais aussi qui ont donné heureusement de façon limitée, mais des épidémies extrêmement graves. Celui qui a sévi au Moyen-Orient, le MERS, on l'appelle, M pour Middle East, Moyen-Orient, et qui a sévi le SARS-CoV-1, rétrospectivement nommé ainsi, qui a sévi
en Asie du Sud-Est, enfin en Chine spécifiquement, qui ont été très sévères, qui sont des cousins du SARS-CoV-2 responsable du Covid. Cousins éloignés, mais des cousins. C'est une zoonose, donc transmise par l'animal. On a évoqué au début de l'épidémie le pangolin, différentes... Oui, le pangolin, je pense qu'il est exempt. Là où c'est effectivement une zoonose, c'est-à-dire que c'est comme pour maintenant un certain nombre d'autres infections, des infections dont les virus sont originaires du monde animal. Donc dans le monde animal, les virus les plus proches de SARS-CoV-2 ont été retrouvés chez les chauves-souris, mais relativement éloignés. Il manque un chaînon entre la chauve-souris et l'homme. On n'a pas aujourd'hui l'explication complète de l'histoire du développement de cette pandémie. Fort heureusement, on a eu le séquençage du génome viral moins de 2 mois après son apparition, ce qui a permis précisément la fabrication des vaccins. Oui, c'est une des premières prouesses scientifiques observées lors de cette pandémie, c'est que très rapidement, donc évidemment, logiquement, les scientifiques chinois, puisque ça a débuté en Chine, ont identifié le virus, séquencé son génome. À partir de la séquence du génome, on peut disséquer ces éléments, commencer à comprendre comment ils fonctionnent, comment ils se fixent, ils pénètrent dans notre corps, sur quelles cellules ils se fixent, ça a été déterminé. Et puis, effectivement, comme vous l'avez dit, ça a été la base de la vaccination qui a pu se développer extrêmement vite. Ce qu'on a eu pendant l'épidémie, beaucoup de spécialistes au début de l'épidémie de coronavirus, et certains disaient le vaccin, ça prendra plusieurs années. Même à Ebola, ça avait pris 5 ans. Et là, on a un temps record, c'est quelques mois entre l'apparition du virus et le vaccin. Les premiers tests, en tous les cas, et l'utilisation large du vaccin, c'est 1 an. Donc c'est absolument extraordinaire, jamais vu dans l'histoire de la médecine. Dans le passé, comme vous l'avez dit, le plus rapide avait été Ebola, 5 ans, et dans le passé antérieur, c'était plutôt 10 ans minimum. Donc pourquoi aussi vite? Parce que c'est une conjonction d'éléments. D'une part, donc il y a eu, avec l'émergence de nouveaux vaccins ARN qui sont plus faciles, plus rapides à produire, la recherche scientifique était arrivée à son terme pour que des vaccins ARN se développent. C'est 20 ans de recherche en arrière, mais c'était à temps pour être prêt. Et notamment, par exemple, il faut des petites gouttelettes de graisse qu'on appelle, en termes scientifiques, des nanoparticules lipidiques pour transporter l'ARN. Tout ça, ça a été mis au point dans les années passées. Et puis, il y a eu un effort considérable financier qui venant essentiellement du gouvernement des États-Unis, un peu de l'Europe, pour permettre aux industriels de produire très rapidement de grandes quantités de vaccins sans prendre de risques. Parce que l'attitude habituelle, c'est on développe un vaccin, enfin, on le conceptualise, on le synthétise, on le teste dans des cellules, on le teste dans des modèles animaux, et puis si tout ça se passe bien, la toxicité, on arrive aux essais cliniques chez l'homme. Là, on a tout concentré, on a tout fait, il n'y a pas eu de passe-droit ou quoi que ce soit, mais on a tout fait en même temps parce que les finances étaient là pour prendre des risques et faire en sorte que, au pire, si le vaccin n'ait pas marché, ce n'était pas trop grave pour les entreprises. Donc ceci explique qu'il a été possible, donc les avancées scientifiques majeures, et puis un investissement politique et économique très important. C'est la conjonction de tout ça qui a permis d'obtenir des vaccins si vite. Vous pouvez nous dire un mot sur ce vaccin ARN? C'est vrai qu'on a eu plusieurs fois à ce micro le professeur Axel Kahn qui est venu défendre le vaccin ARN, qui allait un jour se faire vacciner, qui était chez nous juste avant. Et en fait, il y a eu beaucoup de doutes sur ce vaccin mis au point trop rapidement et qui a fait peur finalement. Alors, il faut rappeler la base. L'ARN, c'est l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est une information qui permet de fabriquer une protéine. Dans nos cellules, nous avons des ARN messagers qui transmettent les messages des gènes vers le cytoplasme, où il y a ce qu'on appelle les ribosomes qui synthétisent les protéines. Donc cet ARN permet de fabriquer n'importe quelle protéine. Donc en l'occurrence, une fois qu'on a connu la séquence du virus et identifié dans le virus quelle était la partie la plus importante pour vacciner, en l'occurrence contre une protéine qui est à la surface du virus, qui s'appelle la spicule en français. Donc la séquence est identifiée, très facile de synthétiser de l'ARN, de le mettre dans ces fameuses gouttelettes lipidiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Dit comme ça a l'air facile. C'est très très important parce que précisément cet ARN messager, il est détruit. Il est très fragile. Si vous le prenez tel quel, il est extrêmement fragile. Même le vaccin est assez fragile. Il fallait le conserver, ce qui était très compliqué sur le plan logistique. Au début, à moins 80. Oui, parce que l'ARN, même inséré dans ces gouttelettes, est fragile. Donc ça, c'est la base biologique qui est impeccable. Autrement, il faut rappeler, même si ça a été très vite, que tous les tests de toxicité et puis les tests animaux, puis les essais cliniques faits sur des dizaines de milliers de personnes en comparaison avec des contrôles de gens non vaccinés,
ont été faits dans les règles de l'art et démontrant à la fois l'efficacité et la bonne tolérance. Les agences réglementaires, aussi bien européennes qu'américaines et autres dans le monde, ont regardé ces dossiers qui étaient, je peux vous dire, imposants. Et des centaines d'experts ont regardé ces dossiers avant de donner les autorisations. Donc, vitesse n'était pas égale à précipitation, c'était vitesse et rigueur conjuguées pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, les gens de plus ou moins bonne foi ont argué que trop vite, c'est pas sérieux, mais je viens d'y répondre, c'était sérieux. Et d'autre part, arguaient que, avec l'ARN, donc faisant une espèce de confusion avec les gènes, la génétique, la génomique, si on introduit l'ARN, on va modifier le génome des cellules, on va induire des effets, des cancers, que sais-je, tas de trucs. Chose que c'est complètement faux. Enfin, il n'y a aucune base scientifique pour penser cela. Et d'ailleurs, maintenant, a posteriori, les milliards d'individus sur Terre qui ont reçu ces vaccins se portent bien. Vous expliquez dans votre livre, vous dites on a injecté jusqu'à 900 000 vaccins par jour. 93% de la population a reçu 2 doses entre janvier et septembre 2021, soit en fait 100 millions de doses en peu de temps, un véritable record. Oui, pour être précis, 90% de vaccins ARN, 10% d'autres vaccins. Mais sur le plan logistique, ça a été une performance remarquable. Moi, j'ai vu les équipes travailler pour s'approvisionner en vaccins, stocker les vaccins, les distribuer dans tout l'Hexagone, et pas que l'Hexagone, hein, aussi les territoires outre-mer, faire en sorte que dans tous ces lieux, on dispose de vaccins qui soient utilisés comme il faut en décongélation, etc., et qu'on puisse vacciner massivement. Donc vacciner massivement, ça a impliqué d'ouvrir ce qu'on appelait les vaccinodromes. Donc, avec le mauvais souvenir de la précédente mais cette fois-ci, campagne de vaccination. Mais cette fois-ci, ça a été mieux fait, pour 2 raisons que je vais expliquer dans un instant, enfin qui se rejoignent. C'est qu'on n'a pas exclu les médecins, en gros. Alors malheureusement, pour la grippe, en 2009, on avait exclu les médecins, excusez-moi, ce qui était stupide. Là, on n'a pas exclu les médecins, parce que d'une part, eux et les pharmaciens et d'autres soignants ont vacciné dans ces vaccinodromes. Beaucoup de gens sont portés volontaires. Il y a eu vraiment un bénévolat. Il y a des gens qui ne l'ont pas fait de façon bénévole, mais aussi des gens qui l'ont fait de façon bénévole, de façon vraiment remarquable. Et puis, par ailleurs, les médecins, les pharmaciens ont aussi vacciné dans leurs officines, et ce qui était très bien. Parce que non seulement ils vaccinaient, mais aussi ils étaient capables d'expliquer aux gens le bien fondé de la vaccination, etc. Donc c'est cette conjonction qui a permis que ça se passe plutôt bien. Mais vous avez été quand même en butte aux anti-vax. Oui, un peu. Ils sont plus loquaces, enfin on les entend plus qu'ils n'ont d'impact. Quand on voit que 93% des adultes français ont reçu une vaccination, ça montre que leur impact, heureusement, a été limité. On a eu peur quand même avant l'épidémie, on s'est dit qu'ils auraient beaucoup plus de poids. C'est vrai, les enquêtes d'opinion en janvier 2020, lorsqu'on posait la question aux gens, un vaccin arrive, est-ce que vous êtes prêts à vous faire vacciner? La moitié hésitait. Donc, mais progressivement, on a vu cette hésitation régresser, pas complètement. Il est resté en mai-juin 2020, peut-être 20-25% de personnes réticentes. C'est là qu'est intervenue l'utilisation du pass sanitaire et pass vaccinal qui ont permis de compléter la vaccination. Mais globalement, heureusement, l'impact des anti-vax a été finalement limité, même si on les a beaucoup entendus, trop entendus dans les médias. L'origine de ces fake news en matière de vaccination sont diverses. Les fake news en vaccination sont aussi vieilles que la vaccination. Si on prend historique, ça a commencé avec Jenner. Quasiment. Exactement, historique. Le premier vaccin, disons, de l'ère moderne, bien identifié, c'est Jenner en Grande-Bretagne. Et la vaccine, d'où le nom de vaccin, donc qui vaccine contre la variole. Incidemment, cette vaccination a permis d'éradiquer cette maladie infectieuse. Là, on est 3 siècles en arrière. Qui a tué des dizaines de millions de personnes en France et ailleurs dans le monde. Donc Jenner, en fin du XVIIIe siècle, était en but à des anti-vax qui essayaient de s'opposer à cette vaccination. Et depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, ça a continué, prenant les formes adaptées au contexte médiatique en particulier. Mais fondamentalement, je pense que il y a des anti-vax idéologiques en petit nombre, pour des raisons politiques, religieuses. Bon. Mais à côté de ça, plus important, il y a une fraction de la population, disons, qui est en hésitation vaccinale. Ce qui, d'ailleurs, on peut comprendre a priori, tant qu'on n'a pas les informations. Ensuite, à nous, professionnels de santé, d'apporter les informations convenables, et honnêtes et compréhensibles pour expliquer l'intérêt de la vaccination, le bénéfice-risque évident. Alors, on leur a prêté trop d'importance, parce que Nicolas a expliqué tout à l'heure que vous êtes intervenu pour les 11 vaccins, que ça s'est passé finalement assez facilement. Oui, enfin, il y avait une résistance, effectivement, mais là, on parle de la vaccination des nourrissons en 2016, parce qu'on la voyait décliner un petit peu en France, notamment contre la rougeole, ce qui était un peu problématique. Donc, on ne voyait plus très bien de solutions se dessiner facilement, d'où la préconisation de l'obligation vaccinale, parce que la vaccination est
un bien public. Quand on se vaccine soi, mais on protège les autres, notamment les autres fragiles, les personnes âgées, etc. Les tout petits bébés, les personnes qui ont des cancers. Et finalement, vous avez raison, parce que les oppositions, en fait, se sont révélées vaines, avec une bonne campagne d'information qui a été faite à ce moment-là, lorsque l'obligation a été mise en place. Elle a fonctionné, les parents ont accepté que leurs enfants, sauf une toute petite minorité, soient vaccinés. Donc ça a fonctionné. Même si on préférerait que ça marche par adhésion plutôt que par obligation. Mais parfois, l'obligation est nécessaire. L'opposition des vaccins, même nous, on n'a pas eu une opposition, mais on a été confronté à ça avec, par exemple, sclérose en plaques et hépatite là, dans les années 80 jusqu'à 2000. Vous citez Wakefield, alors là, bon, on était vraiment sur une fraude, mais le lien, alors vous parlez beaucoup faut pas confondre concomitance et causalité, oui. Donc il y a eu sclérose en plaques et hépatite B, et puis après les myofascites à Henri Mondor. Oui, alors ce qui a alimenté l'hésitation vaccinale, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi, ce sont donc des questionnements autour de la vaccination. Donc on peut, pour la France, en évoquer deux. Puis il y a celui de la Grande-Bretagne avec Wakefield, mais en France, il y a eu une alerte qui initialement était tout à fait justifiée, une alerte sur un lien possible entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques, parce qu'à un moment donné, on a lancé une grande campagne de vaccination, du coup il y a eu plus de personnes vaccinées, donc plus de personnes vaccinées qui ont développé une sclérose en plaques, non pas par relation de cause à effet, mais juste par effet arithmétique. Donc ça a suscité des enquêtes, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, il y en a 8 ou 9 publiées qui montrent toutes qu'en fait il n'y a pas de lien. Mais c'est resté un peu dans l'esprit. En voulant rassurer, en fait, on inquiète. C'est-à-dire qu'on a supprimé la vaccination chez les plus jeunes. À 10 ans, je pense pas, c'était pas une très bonne mesure. Je pense que c'était pas. Il fallait ce qu'il fallait faire, évidemment, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de lien. Mais maintenant, c'est tout à fait clair. Mais ça a mis encore aujourd'hui, il y a une petite réticence là-dessus. Puis l'autre point qui est alors tout à fait franco-français, qui est un collègue médecin à partir d'une observation exacte, c'est-à-dire que quand on est vacciné, on a un peu d'adjuvants aluminiques pour les vaccins qui contiennent ces adjuvants, se déposent au point de vaccination, il en a déduit que ça provoquait des maladies musculaires, voire neurologiques. Sauf que cette observation, il y a avec lui qui l'ait fait dans le monde, alors que depuis 90 ans, on utilise ces vaccins, des milliards d'humains l'ont reçu et n'ont pas développé ces complications. Mais là aussi, ça a compliqué les choses, à un moment. Vous dites que ça a disparu quand il est parti à à la retraite. Oui, curieusement, le jour où il est parti à la retraite, on n'observe plus la complication. Ce qui montre bien que c'était pas sérieux. Et puis de temps en temps, il y a même des prix Nobel de médecine qui déraillent. Il y a des prix Nobel qui déraillent. On l'a vu avec, malheureusement, en France, M. Montagnier. Et derrière les prix Nobel qui déraillent, c'est toujours au départ des médecins ou des scientifiques, hein, le problème commence chez nous. Mais ensuite, le problème, c'est les relais médiatiques, relais politiques. Malheureusement, un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques ont instrumentalisé l'hésitation vaccinale. On l'a vu avec M. Trump aux États-Unis au moment de son élection, où il a une campagne très virulemment contre la vaccination. On l'a vu en Italie au moment c'est un peu ancien maintenant, mais avec quand la Liga et les Cinque Stelle sont venus au pouvoir, c'est un de leurs grands sujets, c'était la vaccination qui est toxique, qui tue, enfin bon, toutes sortes d'âneries. On l'a vu un peu en France avec le Covid, avec l'extrême droite et un peu avec l'extrême gauche, ce qui doit d'ailleurs être un signal d'alerte pour ce qui est la France d'aujourd'hui. Attention à élire des hommes ou des femmes politiques qui ont une pensée rationnelle et qui ne s'appuient pas sur les fake news quand ça les arrange. La campagne, les résultats finalement de la vaccination, vous dites les vaccins ARN ont montré une efficacité à 90%, et le public a retenu uniquement le fait que ça ne supprime pas la transmission. Alors, ça supprime un peu la transmission, mais pas assez. Donc ce qui est exact, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, la vaccination prévient les formes graves, même 90 voire 95%. Elle est beaucoup moins efficace pour prévenir l'infection. C'est-à-dire qu'on a bien vu plein de gens, je pense qu'il y avait 3 doses, 4 doses, 5 doses, 4 doses et quand même 2 Covid, 3 Covid, parce qu'on ne prévient pas l'infection. Donc on a des rhumes, on n'est pas bien, on est un peu fatigué quelques jours, mais on n'a pas une pneumonie et on ne meurt pas. C'est ça qui compte quand même le plus. Et la vaccination, sur ce point, ce serait un peu long d'expliquer pourquoi il en est ainsi, mais est tout à fait efficace. On estime que de par le monde, la vaccination a sauvé environ 20 millions de vies. Et il y a une très très forte corrélation, par exemple, corrélation n'est pas causalité, vous l'avez rappelé tout à l'heure à juste titre, mais quand même, entre
taux de vaccination et récupération de la perte d'espérance de vie liée au Covid. Les pays qui ont bien vacciné ont perdu moins de gens que les pays, qui n'ont pas bien vacciné. Donc ceci est tout à fait clair maintenant avec des données statistiques qui sont solides. Les 5 leçons que vous tirez dans votre livre du Covid, écoutez, de votre expérience, vous? Oui, la première, c'est la force de la science et de la recherche scientifique. On l'a évoqué brièvement, mais les recherches pendant des années et des années sur les ARN, la découverte des ARN, qui est en partie liée à un chercheur français, François Gros, en 1961, et les recherches fondamentales, puis appliquées, et ont permis d'aboutir au bon moment. Et puis, encore une fois, les recherches sur la biotechnologie, les nanoparticules. Donc, la force de la recherche scientifique qui est un apport absolument considérable. Pourquoi il n'y a pas eu un vaccin Pasteur? Ils avaient une stratégie qui était astucieuse, qui était, je disais, vaccin de la rougeole en modifiant un peu. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça aurait pu marcher, ça aurait été magnifique, mais ça, à la recherche, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Ça, on le sait très bien. Je suis bien placé pour vous le dire. Une fois de temps en temps, ça réussit. Et là, on a encore une fois, avec le Covid, une illustration parfaite de l'importance de la recherche. Donc la France n'a pas, en termes de recherche, n'a pas été à la hauteur, on peut dire, comparé à l'Allemagne, qui a fait remarquablement bien, parce qu'elle a une meilleure politique de soutien à la recherche scientifique que la France. Mais la France a fait plutôt bien en termes de santé publique. On est dans les pays qui ont le mieux pris en compte et pris les bonnes mesures pour limiter cette pandémie. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un aspect un tout petit peu différent, mais il faut tirer leçon de tout cela pour l'avenir et être mieux prêt la prochaine fois. Écouter les experts, avoir une vision rationnelle des décisions politiques, favoriser la recherche en général et sur les infections en particulier. On avait parlé de vaccins locaux, c'est toujours d'actualité? Vaccins locaux, vous voulez dire? Une vaccination qui n'est pas par injection. Ah, par voie orale? Oui. Oui, il y a des recherches qui se font d'ailleurs au-delà du Covid pour la grippe et autres. C'est un peu compliqué parce que l'immunité induite est plus brève, mais c'est une voie de recherche qui reste intéressante. Et il existe un vaccin contre la grippe d'ailleurs qui est administré aux États-Unis aux enfants pour protéger contre le virus de la grippe, qui marche pas mal, il n'est pas exceptionnel, mais il marche pas mal. C'est sûr que si on peut éviter la piqûre, c'est une des raisons de l'hésitation vaccinale un peu triviale, c'est que les gens n'aiment pas se faire piquer, notamment les hommes. Et donc si on peut avoir des vaccins sans piqûre, ça serait super. Ouais. Il y a une évolution possible avec des patchs, il y a des choses qui sont en train d'être testées et qui devraient aussi améliorer l'acceptabilité des vaccins. On aura compris à vous écouter que la vaccination contre le Covid s'inscrit comme l'une des plus belles réalisations scientifiques. Ah oui, indiscutable. Et on continue d'en parler dans la deuxième partie avec le professeur Alain Fischer, Protéger les vivants, paru chez Odile Jacob. Vous avez des nouvelles du Covid? On en est où du Covid? C'est terminé? Ça remontait un petit peu, non? Il y a pas mal de cas, mais ce sont pour l'immense majorité des personnes d'une infection banale, un rhume comme un autre. Parfois avec une fatigue un peu plus marquée, et puis reste malheureusement une petite fraction de la population très à risque. Je pense aux sujets particulièrement transplantés, avec tout traitement immunosuppresseur. Pour eux, le Covid, c'est très dur, parce qu'ils développent mal les anticorps, on a du mal à les protéger, la vaccination ne marche pas très bien. Donc ils ont une vie qui est restreinte, parce qu'ils doivent faire attention en permanence. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. La deuxième partie de Réfoy, protéger les vivants, le professeur Alain Fischer est avec nous et c'est un honneur et un plaisir de vous avoir. Pour continuer la discussion, vous parliez en toute fin de première partie du personnel politique et de leur apprentissage d'une science qui n'est pas la leur. Comment vous avez jugé ça? Tout l'épisode d'ailleurs du Covid, on est en février-mars 2020, on avait eu le plaisir de recevoir Agnès Buzyn ici, alors ministre de la Santé. Mais le personnel politique, comment vous jugez de la façon, je vous vois déjà sourire, de la façon qu'ils ont reçu cet apprentissage? Est-ce qu'ils en font? C'est une question majeure qui déborde bien largement le Covid, c'est les relations entre décision politique et expertise. Et nous sommes dans une séquence où on va aller vers 2 tours de législatives, donc votre réponse nous intéresse fortement. Et on ne peut pas demander aux hommes ou aux femmes politiques d'être des experts de leur science, c'est évidemment pas possible. De temps en temps qu'ils aient à fond eux-mêmes une culture scientifique, comme ça a été le cas en Allemagne avec Madame Merkel, après tout avec Monsieur Weizmann en Israël, c'est un bel exemple, ça fait pas de mal. Mais vous regrettez l'absence de culture scientifique. Oui, mais je ne peux pas leur reprocher, encore une fois, de ne pas être des experts. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la formation en France des élites politiques, il n'y a pas de place pour la science. Ils passent par les écoles Sciences Po, l'ENA, ou INSP maintenant, ou d'autres types de formations. Il y a très très peu qui ont une formation scientifique, et encore moins qui est pratiquée à un moment la recherche, comme l'a fait Madame Merkel. Je ne dis pas encore une fois que c'est absolument indispensable, mais qu'il y en ait quelques-uns facilite le dialogue. Et or, ce dialogue, il est indispensable. Il faut qu'il y ait dans un dialogue, il faut 2 partenaires, donc des politiques qui écoutent et des experts qui veulent bien s'exprimer. Les experts ne veulent pas toujours s'exprimer. La balle est aussi dans notre camp. Et qui s'expriment honnêtement, de façon transparente, sans conflit d'intérêt, ou en tous les cas en explicitant des conflits d'intérêt, en acceptant la controverse parce qu'il y a des sujets où il y a des doutes. Le Covid a été plein de doutes pendant très longtemps, par exemple. Et ce dialogue-là, en France, honnêtement, il n'est pas optimal, on va dire. Les choses ainsi. Je pense que le monde anglo-saxon est plus mature que nous, plus mûr, peut-être en français, ce serait mieux, et plus mûr en termes d'interaction entre les politiques et les scientifiques. Ça corrobore la question du docteur Serge Rafal juste avant. Comment est-ce que vous avez comment vous faites l'expérience, le retour d'expérience de ces 4 années passées? C'est assez intéressant, c'est que au moment de la crise du Covid, médiatiquement, il y a 2 questions, il y a expertise et médias. Mais il y a une prise de conscience par le pouvoir politique, et spécifiquement par le président de la République, il y avait une nécessité, de façon urgente, de la place d'experts pour conseiller le gouvernement, pour dire je ne sais pas quand on ne sait pas. C'est très important de ne pas dire des choses quand on ne sait pas, de ne pas affirmer. Il vient d'une famille de médecins, certes. On le rappelle. Ok. Et vous regrettez, professeur Fischer, qu'il aille à Marseille, quand même. Oui, alors là, attendez, parce que je vais vous le dire. Donc, il met en place le conseil scientifique avec Delfrécy à sa tête, qui a beaucoup œuvré, je crois, encore une fois, en tant qu'expert. Et les politiques n'ont pas forcément à suivre l'avis des experts. Et c'est par définition, les politiques sont légitimes. Il y a plein d'autres considérations qui peuvent faire une décision prise n'aille pas dans le sens éventuellement d'une analyse, d'ailleurs, qui peut aller avec plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses. Puis donc, il y a eu le conseil sur la vaccination dont je me suis occupé. Donc en période de crise, je trouve que notre gouvernement, à partir d'un certain moment, a pris conscience de cela et ça s'est plutôt bien passé en termes de relations politiques experts. C'est pas idéal, mais voilà. Avec un contre-coup sévère, mais c'était au tout début, c'est malheureusement la visite du président de la République à M. Raoult à Marseille. Ça, c'était catastrophique, parce que déjà à l'époque, on savait très bien que l'hydroxychloroquine, malheureusement, n'allait pas permettre de guérir du Covid. Et donc, il a, d'une certaine façon, légitimé Raoult, pour des raisons politiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, aux dépens de l'expertise scientifique et de la valeur connaissance scientifique. Ça, c'était problématique. Mais ensuite, donc, il a fait beaucoup mieux. La relation avec les médias, c'est un petit peu autre chose, mais effectivement, je pense que nous avons, dans notre responsabilité de scientifique, à faire ce que je fais aujourd'hui, à aller dans les médias, en essayant de faire le boulot à partir de choses que l'on connaît. Qu'on parle de choses qu'on connaît, c'est pas de ce qu'on ne connaît pas, excusez-moi, et d'expliquer, de poser des questions, et aussi, encore une fois, répéter
je ne sais pas quand on ne sait pas. Ceci est extrêmement important et ça fait partie je dirais de la démocratie, parce que nos concitoyens ont le droit à l'information. C'est pas toujours simple, c'est très technique, mais un maximum d'informations loyales et si c'est nécessaire, controversées, sur toute une série de sujets. Donc le Covid, mais c'est, je ne sais pas, le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, enfin bref, tous les sujets de société ont un élément d'analyse scientifique et qui doit être source d'interaction entre scientifiques et monde politique et source de communication médiatique faite le mieux possible. Donc cette locution négative, je ne sais pas, elle n'est pas très compatible avec la forme médiatique et c'est ce qu'on regrette. Mais elle est essentielle. Elle est essentielle. Et je pense en plus, je suis assez convaincu du fait que quand un politique éventuellement, mais en tous les cas un scientifique face à une question, c'est arrivé souvent au cours du Covid, dire comment va évoluer, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, l'épidémie dans 15 jours, et que le scientifique répond « je ne sais pas, je peux vous faire plusieurs hypothèses », je pense que cette parole peut être entendue. Elle peut être entendue, je pense que les gens peuvent comprendre qu'à un temps T, une situation qui est complexe, éminemment évolutive, qu'on n'a pas la réponse à une question, et même les gens peuvent apprécier qu'on dise « je ne sais pas ». Donc je pense que contrairement à une espèce d'idée générale où on doit absolument être capable de répondre à toutes les questions, quand on ne sait pas, et ça fait partie d'une information loyale à l'égard de nos concitoyens. La philosophie du anti-vax existe, hein, on l'a dit en première partie, depuis plusieurs siècles, 3 siècles, mais là, est-ce que vous avez trouvé, lors de cet épisode, que c'était l'une des réactions les plus vives? Comment vous l'avez vécu en tant qu'expert? Oui, c'est désagréable, mais encore une fois, en France, finalement, malgré le fait... Est-ce que vous avez été surpris? Non. Honnêtement, non, parce qu'on avait déjà vu des choses qui s'étaient passées avant, et puis on sait qu'en situation de crise, ça suscite des peurs, et des peurs suscitent des expressions aberrantes. Et puis, on a une situation quand même de médias, où il y a un certain nombre de médias qui sont à l'affût de buzz, et donc qui donnent la parole un peu trop facilement à des gens à qui il ne faudrait pas donner la parole. Mais encore une fois, l'impact, néanmoins, n'a pas été si fort que cela. Si fort que redouté, surtout. Ouais, que redouté, je crois qu'on peut dire ça. Et beaucoup de médias ont fait un boulot magnifique, hein, honnêtement, d'information. Je jetterais plus volontiers la pierre à notre communauté médicale et scientifique. C'est un peu déchiré. Dans un certain nombre d'individus ne se sont pas bien comportés. Qu'aux médias, même s'il y a aussi quelques journalistes qui ne sont pas bien comportés, mais je trouve que globalement, on fait plutôt bien le boulot. Est-ce que vous vous rappelez votre état d'esprit? On est en février, mars 2020. Est-ce qu'en tant qu'expert, vous vous attendiez à une pandémie d'une ampleur comme ça? Honnêtement, non. Non. Très franchement, je me serais... Heureusement qu'on ne m'a pas interrogé à ce moment-là. J'ai aucune raison. Je me serais trompé, c'est sûr et certain. Très difficile de faire de ce genre de prédiction. C'est très difficile. Ça fait partie des je ne sais pas, typiquement. Les bénéfices et les risques des nouveaux vaccins ne sont pas les mêmes quand on les administre à une population très exposée à des formes sévères ou à l'inverse très peu de risques. Est-ce qu'il y avait nécessité à vacciner des personnes qui n'étaient pas à risque? Oui, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, tout le monde était à risque, même si ce n'est pas du tout au même niveau de risque. Et même il y a eu des drames de personnes jeunes, en bonne santé, sans maladie antérieure, qui sont décédées ou en tous les cas qui ont fait des formes gravissimes de Covid. J'en connais personnellement. Donc, même si on protégeait contre un risque plus faible, il fallait également protéger de ce fait. Et les statistiques montrent d'ailleurs, comparé à... Il y a notamment une étude nord-américaine très propre sur cette question, que comparé par classe d'âge vacciné et non vacciné, on voit que le taux de mortalité du Covid a été à chaque fois, quelle que soit la classe d'âge, qu'on est évidemment 80 ans, là où le problème était majeur, mais aussi à 20 ans ou à 30 ans, on y gagnait quelque chose. En survie, mais pas uniquement. Comme vous le savez, le Covid provoque cette pathologie un peu bizarre, le Covid long, qui est un truc qui est toujours pas très très clair, mais qui handicape beaucoup de gens. Et ce qui est sûr, c'est que la vaccination protège, pas complètement, mais partiellement contre le Covid long. Et ça, c'est à tous les âges de la vie. Et enfin, et même si cela n'était pas en première ligne, néanmoins, le fait d'être vacciné réduisait un peu la transmission, ce qui justifie en particulier l'obligation vaccinale des professionnels de santé. C'est pas parfait, mais réduire un peu, c'est mieux que pas du tout. Donc tous ces arguments mis l'un après l'autre justifient pleinement le fait d'avoir vacciné toute la population. Et la vaccination des enfants, professeur? La vaccination des enfants aussi. Alors on s'est arrêté en route parce qu'après l'épidémie est devenue moins embêtante, moins sérieuse.
Mais on ne savait pas a priori. Et même chez les enfants où les risques sont extrêmement faibles, il y avait quand même une complication du Covid, des pathologies inflammatoires, myocardite inflammatoire, qui sont survenues chez un certain nombre d'enfants, qui sont quand même très embêtantes. Et on a montré que la vaccination protégeait contre cette complication. Serge, une question vous vouliez poser au professeur sur les défis d'aujourd'hui, les maladies chroniques. J'avais promis qu'on parlerait de vos travaux. Vous avez été un des instigateurs du traitement des bébés bulles. C'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu. Oui, alors là, on passe dans les maladies rares, même très rares, mais qui peuvent avoir un impact en médecine plus largement. Donc, il y a des enfants qui ont la malchance de naître avec des défenses immunitaires très faibles, liées à une maladie génétique, donc un défaut d'un gène. Donc, ces maladies ont été décrites progressivement à partir des années 60-70. Des traitements ont été mis en place. Et nous, on a contribué à développer pour au moins une de ces maladies, ce qu'on appelle une thérapie génique, c'est-à-dire de corriger l'anomalie génétique en introduisant dans les cellules, en l'occurrence de la moelle osseuse, parce que c'est là que sont fabriqués les globules blancs qui nous défendent contre les infections. Donc en introduisant dans les cellules de la moelle osseuse des enfants malades, une copie normale du gène, donc la séquence normale, pas celle mutée, mais qui permettent ensuite de corriger le déficit. Donc on a commencé à faire ça, à traiter des malades au début, tout à fait fin des années 90. Donc c'était le début de la thérapie génique qui ensuite s'est développée pour un certain nombre de maladies génétiques et aussi dans le domaine du cancer avec les CAR-T, comme on appelle, qui est un traitement intéressant de certaines formes de cancer. On a plein de choses à se raconter. Moi, j'aurais aimé que vous posiez la question, mais on va passer à la chronique du docteur Vladimir Mitz, de savoir qu'est-ce qui se passe quand on fait un vaccin. Si on a le temps, je vous poserai la question avec le rôle des globules blancs, parce que ça fait à peu près, ça fait plus de 35 ans qu'on n'est pas allé à l'école en cours de biologie, donc ce sera intéressant pour nos auditeurs. Il y aura des mots, les lymphocytes, les leucocytes, on va en reparler peut-être à la toute fin. Vladimir Mitz, tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. On est complètement... Bonjour Vladimir. Bonjour chers amis. On est complètement dans le thème du jour avec l'histoire de ces greffes de peau. Alors vous allez nous la raconter en un temps canon, un temps de 7-8 minutes. C'est quoi cette histoire des greffes de peau? Protéger les vivants, c'est une formule magnifique. Et depuis très longtemps, les patients ont souffert de brûlures, de plaies, et c'était donc très compliqué de réparer ce déficit de peau. Et les greffes cutanées ont une histoire fabuleuse, parce que déjà dans l'Antiquité, on faisait des greffes de peau. Puis ça a été un petit peu oublié. Et figurez-vous qu'en 1869, devant un blessé, un jeune chirurgien suisse, Reverdin, a l'idée de se dire je ne vais pas le laisser comme ça guérir sans innover. Il a donc soulevé un petit bout de peau, pris un bistouri, coupé ce petit bout de peau et posé sur la plaie. Et ce patient a guéri à une vitesse grand V. Et l'histoire de la greffe de peau a démarré ainsi. Parce que d'autres chirurgiens ont essayé et ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marche pas une greffe de peau si on prend toute la peau? Parce qu'il faut que les cellules qui viennent de par le sang colonisent cette greffe de peau qui n'est pas nourrie. Les grands progrès sont venus plus tard quand on a appris à faire des lambeaux, c'est-à-dire qu'on place des fragments cutanés qui reçoivent déjà du sang, soit par une artère et une veine qui proviennent du patient, soit parce qu'on fait de la microchirurgie. Mais pendant très longtemps, on n'a pas su comment faire pour guérir ces patients. Alors il existait des greffes de peau minces qui marchaient bien. C'est-à-dire que si on prend juste l'épiderme, une mince couche de peau, et qu'on la pose, eh bien les cellules sanguines vont rapidement coloniser cette greffe de peau. Mais ces greffes de peau minces ont l'inconvénient de se rétracter, parce qu'elles manquent un peu de l'épaisseur de ce qui fait la couche utile de la peau, qui est le derme. Alors on a progressé, puis on s'est aperçu qu'on pouvait faire des greffes de peau totales, c'est-à-dire l'épiderme, et une petite couche de peau en dessous qu'on appelle le derme, et ainsi, si on enlève la graisse en profondeur, les tissus peuvent être revitalisés par les cellules sanguines qui arrivent. Et les greffes de peau totale ont été beaucoup utilisées pour réparer des grandes pertes de substances cutanées. C'est ce qui s'est passé avec ce Reverdin? Oui, lui, il avait fait vraiment une greffe de peau totale en ignorant un petit peu le concept. Mais chez lui, ça a marché parce qu'il a pris un tout petit bout. Et figurez-vous que maintenant, on est arrivé à des fabrications de peau artificielles. C'est-à-dire qu'on a essayé de fabriquer du derme, de prendre un peu d'épiderme chez les patients, de cellules épidermiques,
pour essayer, par ingénierie biologique, de créer une peau sans prendre toute cette peau totale. Mais ça ne marche pas très bien. Et le comble du comble, ce sont les allogreffes, c'est-à-dire, vous avez tous entendu parler des greffes du visage. Quand quelqu'un a un visage complètement détruit par une tumeur, par une brûlure ou par un accident gravissime, certaines équipes dans le monde ont prélevé toute la face, les tissus du visage, avec les artères et les veines, parfois même avec des structures osseuses ou cartilagineuses, et ont remplacé toute cette peau du visage au cours d'opérations très complexes, puisqu'elles durent une dizaine d'heures, et puis qu'il faut aussi rabouter les nerfs pour qu'il y ait une expression qui se produise. Et il a fallu, pour que ces traitements réussissent, au départ, un traitement immunosuppresseur. Et pour le moment, ces traitements immunosuppresseurs ne marchent que pendant 10 à 15 ans. Ce qui est terrifiant, c'est que la peau est notre organe qui nous sépare du monde extérieur et que c'est pratiquement impossible de vaincre ce rejet immunologique. Et par exemple, certains des patients du professeur Lantieri, qui opère à Créteil et qui a donc effectué plusieurs greffes du visage, eh bien, ont vu au bout d'une quinzaine d'années leur visage nouvellement greffé, avec son expression, petit à petit, se ratatiner, s'ouvrir, s'ulcérer, et il a fallu refaire la même opération. Et donc, pour les moments, c'est ce que je voulais poser comme question à notre éminent collègue, où est-ce qu'on en est de cette conquête immunitaire qui nous permettrait enfin, en dehors de deux jumeaux, de bénéficier d'une greffe de peau de quelqu'un d'autre, peut-être même d'un animal. Parce que chez les non-jumeaux, ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Il y a un rejet qui se fait obligatoirement. La peau qui nous sépare de l'autre, cette peau qu'on aime bien caresser, eh bien malheureusement, cette peau a une résistance très faible si on doit la remplacer par la peau d'un autre. Professeur Fischer. Oui, alors ce qui contraste avec les greffes d'organes autres, les reins, le foie, le cœur, où il y a eu des progrès considérables et grâce au traitement immunosuppresseur, la plupart des patients vivent bien pendant des années et des années, ce qui est une grande avancée de la médecine des 50 dernières années. Mais la peau pose un problème spécifique parce que probablement du fait qu'elle est à l'interface avec le milieu extérieur, donc elle est particulièrement sensibilisée, si je puis dire, à se méfier de tout envahisseur, de toute substance étrangère, de tout microbe pathogène qui commence à pénétrer. Donc il a des systèmes de reconnaissance, on appelle ça les cellules dendritiques, qui sont des espèces de cellules sentinelles du système immunitaire, qui détectent la présence donc d'envahisseurs. Mais l'envahisseur, en l'occurrence, si c'est en situation étrangère entre deux individus, c'est comme si c'est une forme d'envahissement. Et donc ces systèmes sont extrêmement puissants pour déclencher une réponse immune, en l'occurrence un rejet. Dans les autres cas, c'est favorable, c'est déclencher une réponse contre un microbe, un staphylocoque ou un champignon. Mais là, évidemment, c'est défavorable. Donc je pense que c'est intrinsèquement cette capacité de la peau à avoir un système immunitaire propre de détection de substances étrangères ou donc de cellules étrangères particulièrement puissants, sélectionnés par l'évolution pour nous défendre contre tout microbe, virus, bactéries, champignons. C'est ça qui explique que malheureusement, c'est très difficile de combattre cette réponse immunitaire et de tolérer les greffes cutanées. Voilà, et donc pour le moment, on est un peu coincé et on en revient à des traitements plus classiques, c'est-à-dire que si on peut éviter les greffes du visage totales, eh bien, c'est préférable. Alors, on développe des traitements. Par exemple, il y a actuellement une tentative qui est de mettre des ballons sous la peau du thorax pour gonfler la peau du patient lui-même, pour faire en quelque sorte une dilatation cutanée, de rendre la peau enceinte, pour avoir une grande quantité de peau du patient lui-même, qui permet à ce moment-là de resurfacer le visage. J'avais déjà vu cela quand j'étais étudiant et élève du professeur Paul Tessier, un génie de la chirurgie réparatrice française, parce que lui, c'est comme ça qu'il réparait les très grandes pertes de substances faciales en prenant toute la peau du thorax, bien qu'elle soit poilue, mais bon. Et on arrivait comme ça à resurfacer. Et on en est toujours là pour le moment. On n'a pas réussi encore, en comprenant ce que vous dites, à vraiment protéger d'une façon efficace et définitive une greffe de peau qui viendrait de quelqu'un d'autre sur soi-même lorsqu'il y a des grandes pertes de substances à réparer. On ne pourra pas y arriver, professeur Fischer, avec la meilleure compréhension qu'on a de l'ARN. ARN ou pas ARN, mais peut-être avec l'ARN aussi, c'est pas exclu qu'on arrive à juguler cette induction de réponse immunitaire par ces cellules dendritiques en les ciblant ou en trouvant de nouvelles molécules plus puissantes mais plus sélectives. Le problème des médicaments immunosuppresseurs, c'est qu'on en a de certains qui sont très puissants, mais du coup, ils ont des effets non spécifiques, infections, etc. Donc, il faut à la fois être puissant et sélectif.
pas exclu qu'on arrive à créer une tolérance spécifique contre le donneur. Mais c'est pas prêt aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors cette crise de 2020 nous a appris à nous, le grand public, à nous familiariser avec des termes que nous ne connaissions peut-être pas tous et que nous ne pratiquions pas tous les jours. L'immunité collective, on en a beaucoup entendu parler dès 2020. Les scientifiques s'interrogeaient en disant est-ce qu'on arrivera à atteindre l'immunité collective C'était possible, puis après c'était plus possible, et finalement ça n'a pas été possible parce que le virus évolue, mais initialement on aurait pu l'envisager. C'était typiquement une question à laquelle on ne pouvait répondre que je ne sais pas. Initialement, forcément, ça prend du temps. Mais il y a immunité collective complète. Alors peut-être faut expliquer, prenons l'exemple d'un autre virus, le virus de la rougeole, qui est extraordinairement contagieux. Mais on sait que si on arrive à vacciner 95% d'une population, c'est énorme, mais les 5% restants sont protégés parce que le virus, du coup, ne circule plus. Donc il n'y a plus de virus, il n'y a plus de virus pour infecter les personnes non vaccinées. Donc en fonction du niveau de transmissibilité d'un virus, d'un microbe, ce taux de couverture nécessaire est plus ou moins important. Il est très important pour la rougeole, il est un peu moins pour d'autres maladies infectieuses. Mais si le virus mute considérablement, donc il échappe partiellement à la réponse immunitaire. On a eu 6 variants avec le Covid. Plus que ça, même. Oh là là, il y en a plein. Du coup, même si la réponse immunitaire reste partiellement efficace, donc elle protège contre la maladie grave, mais elle ne protège pas contre l'infection, donc la transmission. Et donc, on n'arrive pas à une immunité collective complète. Reste que, pour nuancer ce propos, les choses sont malheureusement pas totalement simples, blanc ou noir, c'est du fait de la vaccination et de l'infection, il y a quand même un niveau d'immunité de la population qui limite les possibilités d'expansion du virus et notamment de génération de formes de virus qui seraient très agressifs, probablement. L'avenir de la vaccination, ça sera une fois par an, ça sera, pour le Covid, on sait pas. Pour l'instant, l'idée, c'est dans les années qui viennent, je ne sais pas plus tard, c'est plutôt, en tous les cas, pour les personnes âgées, les personnes malades, plus de 65 ans, comme il faut d'autres vaccinations annuelle. Une fois par an avec la grippe, avec le zona, avec le pneumocoque, j'en profite, et avec le virus respiratoire syncytial maintenant, mais les personnes âgées en France ne se vaccinent pas assez. C'est un des sujets au jour de la vaccination en France. C'est d'une manière générale la vaccination des personnes âgées qui sont fragiles à l'égard de plusieurs types de microbes. Vous expliquez dans votre livre que c'est difficile d'atteindre l'ensemble de la population. Certains sont isolés, ne font pas exprès. Non, absolument. Et c'est le cas de personnes âgées isolées. On l'a vu dans le cadre du Covid où le taux de vaccination des plus de 80, alors que c'est la population la plus fragile, était moins bonne que des personnes plus jeunes parce qu'il y a une fraction de cette population qui vit. C'est pas qu'ils sont contre la vaccination, mais ils sont isolés ou ils sont fatalistes. Bon, à quoi bon à mon âge, etc. Et alors, c'est assez intéressant de comparer avec des pays où il y a une meilleure solidarité familiale, comme les pays latins, plus latins que nous, Espagne, Italie par exemple, où les familles vivent plus associés sur plusieurs générations, où ils sont arrivés, enfin il y a aussi d'autres raisons, mais ils sont arrivés à des taux de vaccination des très âgés à pratiquement 100%. Nous, on était à 90%, pas mal, mais il y a quand même un déficit. Il nous reste 1 minute 30 à passer ensemble sur les vaccins anti-HPV chez les collégiens de 5e. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été la même chose que pour le Covid? Comment vous expliquez l'échec finalement? Peut-être il faut d'abord dire que HPV, donc c'est une classe de virus qui donne des cancers. 6000 cancers par an, 4500 chez les femmes, col de l'utérus, mais pas uniquement. Oui. Et 1500 en plus des cancers chez des personnes jeunes. Absolument. 1500 chez les hommes, 1000 morts chaque année en France, femmes, de cancer du col de l'utérus, donc environ 2000 morts chez les non-vaccinés. On a depuis fin des années 80, on a un excellent vaccin qui s'est même enrichi, qui touche plusieurs souches vaccinales, et on a des données en population sur des millions de personnes en Australie, en Suède, en Grande-Bretagne, que c'est un vaccin bien toléré, toujours très important de le rappeler, et qui protège à plus de 90% contre le risque de cancer. En France, on vaccine donc logiquement les ados avant le début de la période sexuelle, parce qu'ils sont protégés a priori pour leur vie, et on est à 40-45% pour les filles, 10% pour les hommes. On a essayé de vacciner à l'école. Il n'y a pas eu, c'est un relatif échec parce qu'il n'y a pas eu assez d'accompagnement médiatique, d'information, il faut faire mieux.
Il n'y a plus de médecine scolaire que... Et il y a par plus ailleurs, de il y a l'a plus expliqué le docteur Bourdillon la Ah, semaine dernière. il a raison, c'est un point Et en important. conclusion, il faudrait promouvoir la culture scientifique au même rang que les activités, pourquoi pas artistiques. Et on n'a pas eu la définition, on n'a plus le temps, c'est terminé. On n'a pas eu la définition du vaccin. Qu'est-ce qu'il fait la prochaine fois, vous reviendrez. Avec plaisir. Hein, qu'est-ce qu'il fait quand il entre Comment ça marche sous l'épiderme, Comment le ça vaccin? marche Oui, c'est pas très compliqué. En fait. C'est pas très compliqué, mais on n'a plus le temps. Donc, Dommage. c'est dommage, parce que moi j'aimais beaucoup cette phrase dans Palace Jean Carmet, qui est au bar, il y a des globules blancs, des globules rouges. Ah oui. Pourquoi il n'y aurait-il pas de globules rosés? Rosé, oui. Ben, on en parlera peut-être la prochaine fois, voilà, de Jean Carmet. Merci professeur Alain Merci Fischer à d'être vous. venu avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Protéger les vivants des enfants malades à la crise du Covid, chez Odile Jacob. Il paraît qu'elle est très sympa, cette Odile Jacob. Il faudrait qu'on la rencontre. Vous devriez, Merci, ouais. merci docteur Vladimir Mitt, Serge Rafal, Serge Chorpin à la réalisation. À la semaine prochaine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.